Il est 8h10, bienvenue dans la matinale RCF. Ce 11 septembre, nous nous intéressons à la situation aux États-Unis après les différentes révélations sur Donald Trump. Et pour en parler, nous recevons une spécialiste des États-Unis, Laurence Nardon, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le programme États-Unis de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes également maîtresse de conférence à Sciences Po Paris. Et puis le mois prochain, non, c'est pas vrai ? C'est plus vrai depuis 2-3 ans, j'ai arrêté. Bon, d'accord, ok. Bon, on gomme, voilà. Alors, vous n'êtes plus maîtresse de conférence. Mais ce qui est sûr, c'est que le mois prochain, vous publiez chez Talendier les États-Unis de Trump en 100 questions. Alors, je ne vous l'apprendrai pas, Laurence Nardon, nous sommes le mardi 11 septembre. Il y a 17 ans, à New York, les tours du World Trade Center s'effondraient suite à la plus grande attaque terroriste jamais organisée sur le sol américain. De quelle façon les Américains vont-ils aujourd'hui commémorer cet attentat ? Je pense que le souvenir de cette journée qui était vraiment dramatique, moi j'habitais à Washington à l'époque, donc je me souviens très bien, il y avait eu un troisième avion qui s'était écroulé pas loin et un autre, et le quatrième sur le Pentagone. C'était vraiment un choc absolument insensé pour les gens. C'était vraiment terrible. Mais 17 ans après, je crois que les gens s'en souviennent. On voit surtout le résultat en ce qui concerne la politique au Moyen-Orient. Aujourd'hui, parce que et en Afghanistan, enfin en Irak, dans l'imaginaire collectif, c'est toujours très présent ce 11 septembre. Il me semble que ça reste un souvenir terrible, mais ça n'a plus grande importance dans le quotidien des gens aujourd'hui. On n'y pense pas tous les jours, mais c'est vrai que ça reste un marqueur historique, un peu comme Pearl Harbor. Est-ce que c'est encore la matrice de toute politique sécuritaire américaine ? Alors le 11 septembre, comme vous le savez, donc a déclenché deux opérations militaires en Afghanistan immédiatement et puis ensuite en Irak, 2 ans après, qui étaient beaucoup moins justifiées. Ça a justifié la mise en place de cette politique de guerre contre la terreur, contre le terrorisme de l'administration Bush. Obama avait essayé de revenir dessus, mais enfin, on vit aujourd'hui avec les conséquences de cette attaque et des réactions américaines dans le rapport des États-Unis au monde. Je crois que c'est très clair, oui. On est toujours dans l'ère post-11 septembre. Non, on est dans l'ère post-11 septembre, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un overreach, c'est-à-dire une politique très très agressive, en réaction de la part de l'administration Bush, qui a été suivie en réaction à nouveau d'une politique de retrait, qui a été d'ailleurs, c'est très intéressant, entamée par George Bush dans son second mandat. On n'en parle pas beaucoup parce que c'était vraiment vers la fin. Puis par Obama, qui a été très réticent à agir. C'est sous son administration qu'a été inventé le terme de « leading from behind », ce qui veut dire conduire des opérations en coalition en restant en retrait de la part des États-Unis, laisser d'autres pays être à l'avant, comme typiquement la France et la Grande-Bretagne dans l'opération en Libye en 2014. Et puis cette politique de retrait, elle a été poursuivie avec encore plus de résolution, je dirais, par l'administration Trump, qui s'est fait élire sur un programme de politique étrangère relativement isolationniste. Il fallait s'occuper de l'Amérique, make America great again, rendre sa grandeur à l'Amérique. Et puis ça, voilà où on en est. Sauf que depuis le printemps, il a nommé à ses côtés des conseillers de politique étrangère qui sont très interventionnistes, comme John Bolton, son conseiller pour la sécurité nationale. Et donc, c'est un isolationnisme matiné d'aventurisme militaire, je dirais, aujourd'hui. Puisqu'on parle de relations internationales, la politique étrangère des États-Unis, comment comprendre les attaques toutes récentes des États-Unis contre la Cour pénale internationale ? Mais ça c'est historiquement ancien, parce que pour les États-Unis, le droit international n'a pas la même valeur que le droit international peut l'avoir pour nous, Européens, par exemple. Dans notre pyramide juridique, le droit international, quand on a signé des traités et quand on a bien fait les choses, s'impose au droit national. Aux États-Unis, il n'y a rien au-dessus de la Constitution de 1787. La Constitution américaine a un caractère véritablement sacré, et donc il est très très clair pour les Américains que le droit international n'a pas à s'imposer n'a pas à s'imposer au droit national dicté par la Constitution. Et donc les attaques des États-Unis
contre la Cour pénale internationale, ou en tout cas le fait que les États-Unis ne reconnaissent pas totalement la légitimité des cours internationales, c'est quelque chose d'ancien et je dirais même de traditionnel aux États-Unis. Donc c'est quelque chose de très classique. Oui, absolument. C'est pas une inflexion de Trump. Enfin, le fait qu'il mène une attaque comme ça, c'est le style Trump, si vous voulez, mais d'un point de vue de philosophie juridique, c'est classique. Alors Laurence Nardon, on va parler de Donald Trump. Ce 11 septembre 2018, sort aux États-Unis le livre du journaliste Bob Woodward. C'est un pavé de 400 pages qui présente le président américain comme un culte colérique, paranoïaque. Quel crédit accorder à ce livre ? Écoutez... moi, je suis Donald Trump depuis le début de sa campagne. Et donc, je trouve que ce livre a été corroboré par énormément d'informations depuis 2-3 ans, enfin, le suivi de l'actualité. Ce livre ne nous apprend rien de nouveau. Il ne fait que redire les choses de manière claire et, ce qui est important, sous la plume d'un journaliste extrêmement reconnu. Parce qu'en fait, ce qu'il y a dans ce nouvel ouvrage de Bob Woodward qui sort aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est à peu près la même chose que ce qu'on lit dans les fuites dans les journaux, les fuites venues de personnages importants de la Maison-Blanche qui sont dans les journaux tous les jours depuis 2 ans. C'est exactement aussi la même chose que ce qu'il y a dans ce livre Fire and Fury qui était sorti en janvier dernier, mais sous la plume de Michael Wolff, qui est un journaliste pas très sérieux, pas très recommandable. Cette fois-ci, c'est Bob Woodward qui écrit, donc qui est tout à fait auréolé du prestige de son enquête il y a plus de 30 ans sur le Watergate. Donc là, c'est vraiment du solide et du sérieux, mais sur le fond, ça n'apprend rien de nouveau. Il n'y a pas de nouveau dans ce livre ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Non, mais il va y avoir tout un tas d'anecdotes terribles qui montrent à quel point cette Maison-Blanche est inféodée à un personnage colérique, fou, d'extrême droite, etc. Il va y avoir tout un tas de choses très croustillantes à apprendre, mais enfin sur le fond, sur le fonctionnement de la Maison-Blanche, il n'y a rien de particulièrement nouveau, je trouve. Et comment fonctionne la Maison-Blanche alors ? Alors voilà. Bon. La Maison-Blanche de Trump, c'est vraiment du jamais vu, quoi. C'est quelque chose de vraiment inquiétant et très intéressant en même temps sur le plan politique. Parce qu'en fait, Trump... Alors, ce qu'on voit dans la Maison-Blanche, c'est que c'est la manifestation au sommet de l'État, si vous voulez, du fait que Trump a été élu par 2 catégories de la population républicaine, on va dire. Il a été élu par des populistes sur son programme populiste, qui est un programme de fermeture, fermeture des frontières à l'immigration, ça c'est le populisme de droite contre les étrangers, et puis fermeture des frontières au libre-échange, ça c'est plutôt un populisme de gauche contre tous ces traités de libre-échange qui ont appauvri les classes moyennes. Et donc voilà, donc ces gens-là sont représentés à la Maison-Blanche par exemple par quelqu'un comme Robert Lighthizer qui est le négociateur des traités de libre-échange ou notamment de la renégociation de l'ALENA. Et donc c'est quelqu'un qui veut fermer les frontières pour que les usines reviennent aux États-Unis. C'est une position très qu'avait Sanders, qui était le populiste de gauche du côté démocrate, souvenez-vous. Et puis, il a aussi... Donc, ces gens-là sont là, et pour eux, Trump fait ce qu'il faut. C'est vraiment ils l'aiment bien. Et puis, toutes ces outrances ne font que conforter leur haine des élites, finalement. Quand Trump est grossier, quand Trump fait un peu n'importe quoi, toute cette base populiste se réjouit parce qu'ils ont l'impression que le président les a vraiment compris dans ce positionnement un peu de chien dans un jeu de quilles, parce que c'est anti-élite, si vous voulez. Ça, ils aiment. Et puis, l'autre partie de la population républicaine qui a élu Trump, ce sont des conservateurs notamment sur les questions de morale, donc la droite chrétienne, on va dire, et puis aussi les conservateurs fiscaux, ceux qui veulent qu'il y ait moins d'impôts et moins de déficit fiscal. Et eux, ils apprécient Donald Trump ? Alors non, justement, c'est ça qui est très intéressant. Pour ces gens-là, Trump, il est vulgaire, il n'est pas assez religieux, il ne l'aime pas du tout, depuis le début. Cependant, ils ont d'une certaine manière pactisé avec lui, parce que Trump leur a promis d'avancer leur projet à eux, leurs objectifs, et notamment il nomme des juges extrêmement conservateurs, donc de cette obédience, à la Cour suprême. On voit qu'en ce moment on est en train d'auditionner Brett Kavanaugh qui va rentrer à la Cour suprême. Et donc ces gens-là
n'aiment pas Trump, mais considèrent que s'il est là, ils vont pouvoir faire avancer leur projet. Laurence Ardon, on a dit, il y a ce livre de Bob Woodward, mais il y a aussi eu la tribune anonyme du New York Times, qui soulignait la moralité du président. Alors, est-ce que Donald Trump est ébranlé dans son autorité ? Justement, l'auteur de cette tribune, quand on la lit, il est clairement du côté de ces conservateurs dont je vous parlais. C'est-à-dire quelqu'un qui dit on l'aime pas, il est fou, il est amoral. Mais vraiment. On a fait des bonnes réformes. Mais grâce à cette présidence, on fait des bonnes réformes un petit peu derrière son dos. Alors, sauf sur les questions budgétaires, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, sur les questions de morale et de retour à des choses un peu rétrogrades sur le plan du mariage gay ou du droit des femmes, etc. Bon. Alors, est-ce que... Donc c'est très clair que c'est quelqu'un de ce groupe-là qui a écrit la tribune. Est-ce que ça ébranle Trump ? Il a perdu quelques points de popularité là ces derniers jours, mais néanmoins je suis pas très sûre parce que si on calcule bien, logiquement, les populistes vont penser que l'auteur de cette tribune est un traître, devraient soutenir le président encore plus lors des élections de novembre prochain, de mi-mandat. Les conservateurs vont se dire ça confirme ce qu'on savait du personnage. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui nous dit en douce qu'il contrôle la situation, donc tant mieux. Et puis côté démocrate, de toute manière, ils ne l'aiment pas, ils ne vont pas voter pour lui, ça ne va rien changer. Laurence Ardon, vous avez sûrement entendu l'ancien président Barack Obama s'interrogeant vendredi dernier, qu'est-il arrivé au Parti républicain ? Les républicains sont-ils tous derrière Trump ? En reste-t-il... Alors, qu'est-il arrivé au Parti républicain ? Mais ça fait depuis beaucoup plus longtemps que Trump que le Parti républicain se radicalise. Ça fait peut-être, je dirais, depuis les années 90, avec l'arrivée de Newt Gingrich, enfin des personnalités très radicales au Parti républicain. Le Parti républicain se radicalise depuis très longtemps aux États-Unis. C'est très inquiétant. Et donc, Obama a raison de le dénoncer. Son discours était très bien, c'était du Obama, excellent, très intelligent, très fin et très bon. Mais ça ne change pas grand-chose. Mais ça ne change pas grand-chose et je dirais que même ça ne fait que renforcer le ressentiment des classes populaires envers les élites, un tel discours. Parce que finalement, Obama ne fait que dire Trump est un affreux et ceux qui votent pour lui sont des affreux et... Laurence Ardon, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de faire un portrait rationnel de Donald Trump et de sa politique ? Écoutez, si on parle de l'économie, il faut quand même en parler. Et l'économie va très bien aux États-Unis. Le taux de chômage est au plus bas, 3,9%. 3,9% de chômage. Et la croissance, au deuxième trimestre 2018, atteint un sommet de 4,1%. C'est-à-dire que la croissance est supérieure au taux de chômage. Et donc... quand même, il a été possible de dire pendant très longtemps que c'était grâce à Obama et à ses réformes, ce qui est vrai. Maintenant, ça fait 2 ans que Trump est élu, donc Trump insuffle une certaine confiance à l'économie américaine, ce qui est quand même remarquable, quand même, vu le personnage. Et Trump, il a été élu par les classes moyennes américaines qui sont inquiètes pour leur avenir économique et leur avenir identitaire également. Eh bien, c'est leur défenseur, c'est leur champion. Et donc, quand on attaque Trump, finalement, ces gens-là, cette partie de la population-là, le fil conducteur, c'est vraiment la défense du citoyen américain ? C'est le fil conducteur populiste du discours de Trump. Oui, ça, c'est tout à fait clair. Et aujourd'hui, avec ce qu'il fait, notamment sur la réforme de l'ALENA et les succès de l'économie, force est de constater que ces gens-là sont plutôt contents de ce président. Cet électorat est très content du président parce que l'économie va mieux, il ferme les frontières à l'immigration, donc ça les rassure, même si c'est moralement tout à fait condamnable. Eh bien, ces gens-là s'apprêtent à revoter pour lui en masse en novembre prochain. Est-ce qu'il existe des contre-pouvoirs aux États-Unis ? Ah oui, alors les contre-pouvoirs américains sont très puissants, bien évidemment. La presse, la société civile, le Congrès... s'il perd la majorité, ça sera plus difficile pour la présidence. Le seul contre-pouvoir qui va être moins puissant contre Trump, c'est le contre-pouvoir judiciaire, puisqu'il est en train de nommer activement des juges très conservateurs à tous les échelons de la pyramide judiciaire. Donc la Cour suprême et les autres juges vont certainement soutenir des politiques, pas forcément populistes, mais en tout cas conservatrices, dans les années qui viennent. Donc ce contre-pouvoir-là sera plus faible. Pour vous, Laurence Ardon, on est en train de vivre aux États-Unis un moment conjoncturel ou il y a quelque chose de plus profond, de plus structurel dans ce qui est en train de se passer ?
Je pense que la personnalité de Trump, c'est conjoncturel. Mais ce qui se passe aux États-Unis, cette espèce de coup d'arrêt à l'ouverture et ce repli frileux vers moins d'immigration, moins de libre-échange, enfin, cette envie de fermeture, cette envie de se refermer, c'est quelque chose de structurel, mais qui n'est pas qu'aux États-Unis, puisqu'en réalité, cette vague, on la voit chez nous, dans toute l'Europe, même en Russie, en Turquie, en Inde, etc. On la voit dans une grande partie du monde développé aujourd'hui. C'est vraiment le challenge de notre temps et, à mon sens, le plus inquiétant. Le plus inquiétant. Merci beaucoup Laurence Nardon d'avoir été notre grande invitée ce matin. Je rappelle votre livre à sortir aux éditions Talendier le mois prochain, Les États-Unis de Trump en 100 questions. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.